Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dans cette présentation, nous allons aborder le calcul de la matrice de rigidité, des éléments de base utilisés pour le maillage des structures mécaniques, ainsi que les aspects d'assemblage relatifs aux structures constituées de plusieurs éléments. Mon exposé développera les points cités dans le plan ci-contre. On va se baser sur la formulation de l'énergie potentielle totale minimale pour développer le calcul de la matrice de rigidité. Donc, cette formulation utilise à la base l'énergie de déformation qu'on a vu qu'elle s'exprimait sous la forme d'une intégrale volumique. Donc, plus exactement, W égale à 1 demi l'intégrale volumique du produit du tenseur de déformation par celui du tenseur de contrainte. Par ailleurs, le champ de déformation epsilon est obtenu à partir du champ de déplacement par application de l'opérateur dérivation partielle. Donc, epsilon est égal à la dérivation partielle de champ de déplacement U. Cependant, on a vu que suite à la discrétisation par des éléments finis, le champ de déplacement U va devenir égal à n fois QE. Donc n, c'est la matrice regroupant les fonctions de forme des éléments utilisés pour la discrétisation, et QE représente le vecteur des déplacements nodaux. Ainsi, on peut identifier la matrice B comme étant le produit de l'opérateur dérivation partielle fois la matrice N. En outre, le champ de contrainte sigma est obtenu à partir de la loi de Hooke suivante. Donc, sigma est égal à la matrice grand H fois le vecteur de déformation epsilon. La matrice H contient des coefficients qui dépendent des caractéristiques mécaniques du matériau constituant les éléments utilisés pour la discrétisation. Ainsi, on peut remarquer que sigma, donc le vecteur sigma est exprimé en fonction du vecteur déformation epsilon, qui lui-même est exprimé en fonction du vecteur de déplacement, et donc il est fonction de la matrice B et de la matrice QE également. Ce qui fait que si on remplace aussi bien sigma que epsilon dans l'expression initiale de W, donc de l'énergie de déformation, on va trouver l'énergie de déformation associée à un élément E comme étant donc la quantité 1 demi QE transposé fois une matrice KE fois le vecteur QE. Donc la matrice KE est la matrice de rigidité élémentaire qui s'obtient par l'intégration sur le volume de l'élément de la quantité B transposée fois H fois B fois dV. Rappelons que B, c'est le produit de l'opérateur dérivation partielle fois la matrice des fonctions de forme qu'on a développées dans une présentation précédente. On va détailler maintenant le calcul de la matrice de rigidité pour l'élément bar. On a vu précédemment que l'élément bar est un élément monodimensionnel comportant deux nœuds, et dont la fonction de forme peut s'écrire comme étant grand N est égal à 1 moins x sur L et x sur L. Le vecteur de déplacement nodal QE est égal à U1, U2. Comme on vient de l'exposer dans la première diapo, le calcul de la matrice de rigidité se base sur la matrice B qui vaut le produit de la matrice dérivation partielle par la matrice grand N. Ainsi,
Si on prend l'expression de grand N et on dérive par rapport à x, on va obtenir que la matrice grand B est égale tout simplement aux éléments moins 1 sur L et 1 sur L. Par ailleurs, l'élément de volume utilisé dans l'intégration dV, dans le cas d'une barre à section constante, peut être défini comme étant dSE fois dx. On remplace maintenant tous les éléments qu'on vient de définir dans l'expression de KE. Donc l'intégrale sur le volume de B transposé H B dV va valoir la double intégration dSE de la quantité moins 1 sur L, 1 sur L. Donc là, c'est le transposé de B fois E. E, c'est l'élément qui va apparaître à partir de la matrice H. Donc c'est la loi de Hooke. Fois le vecteur moins 1 sur L, 1 sur L dx, qui est ici le vecteur B. Donc on voit très bien qu'on a uniquement que des éléments constants, ce qui facilite l'intégration par rapport à l'unique variable dx. Donc ce qui va nous donner enfin l'expression de la matrice de rigidité de l'élément barre KE comme étant E fois S sur L fois la matrice symétrique 1, 1, moins 1, moins 1. D'accord? Les calculs qu'on a développés tout à l'heure ont permis d'obtenir la matrice de rigidité de l'élément barre dans le repère local attaché à l'élément. Considérons la situation maintenant où l'élément est orienté par un angle θ dans un repère global grand X, grand Y. On va voir comment on peut calculer la matrice de rigidité de cet élément, mais exprimée dans la base globale, donc dans le repère global grand X, grand Y, et non pas dans le repère local. Donc, il est nécessaire d'opérer un changement de repère ou de base. Ce changement consiste à appliquer la relation suivante sur les déplacements nodaux. Donc, d'un côté, on a le vecteur petit QE qui regroupe les déplacements nodaux dans le repère local. Donc, petit UI, petit VI, petit UJ, petit VJ. D'accord? Ça, d'un côté. De l'autre côté, on a le vecteur de déplacement global, grand QE, qui regroupe les déplacements des nœuds I et J dans le repère global, noté grand UI, grand VI, grand UJ, grand VJ. Entre les deux vecteurs QE, repère local, et grand QE, repère global, il y a la fameuse matrice grand R E. Donc c'est une matrice d'orientation qui contient les cosinus et sinus de l'angle θ. En fait, ce changement de base permet de calculer les déplacements des nœuds de l'élément E dans le repère local, donc petit QE, à partir de ceux du repère global, grand QE, via cette matrice RE. Rappelons le cas particulier où θ est égal à 0. Donc les deux repères local et global sont alignés et donc la matrice va devenir égale à une matrice identité. θ égale à 0, on a les cosinus vont valoir à 1 et les sinus vont valoir à 0. Donc on a une matrice identité et donc le vecteur de déplacement local ou le vecteur de déplacement global, dans ce cas-là, sont identiques. Donc c'est une situation qu'on verra plus loin dans ce cours-là. Mais d'une façon générale, pour pouvoir calculer la matrice de rigidité d'un élément barre ou d'un autre élément,
dans le repère global, il est nécessaire de faire appel à la matrice de passage RE qui tient compte de l'orientation relative de l'élément considéré par rapport au repère global. Et par la suite, on va utiliser l'expression de l'énergie de déformation de l'élément, WE, qui est, comme on l'a vu précédemment, c'est 1 demi l'intégral sur le volume du tenseur de déformation par le tenseur de contrainte dV et qui nous donne directement 1 demi QE transposé fois KE fois QE. Donc ça c'est l'écriture dans le repère local qu'on a développé dans les diapos précédentes. Et si on remplace par la relation de changement de base qu'on vient de développer, donc QE qui est égal à RE fois grand QE, on va identifier simplement la matrice grand KE, qui est la matrice de rigidité globale de notre élément, comme étant égale à RE transposé fois petit KE, donc c'est la matrice de rigidité locale, fois la matrice RE. Encore une fois, si on a le cas où θ est égal à 0, on a dit que RE se résume à la matrice identité. Dans ce cas-là, la matrice de rigidité locale est identique et similaire à la matrice de rigidité globale. Pour pouvoir exploiter la formule de transformation de base ou de changement de repère qui permet de transformer la matrice de rigidité locale petit KE ou matrice de rigidité globale grand KE, il est indispensable d'augmenter la dimension de la matrice KE, qui est initialement de 2 fois 2, en une matrice 4 fois 4 pour permettre la projection de UI et UJ sur les axes globaux grand X et grand Y. En effet, l'élément bar ne dispose que de 2 degrés de liberté, UI et UJ, donc ce qui fait que les degrés de liberté VI et VJ sont fictifs à ce niveau-là. Donc cela explique le fait qu'on a rajouté des zéros à la matrice de rigidité, donc ça n'influe pas sur les calculs, mais ça permet de faire l'opération de changement de base convenablement et avoir enfin une matrice de rigidité dans le repère global de dimension 4 x 4. À titre illustratif, regardez sur la figure de bas, on a un élément bar qui comporte les nœuds 1 et 2. Le repère local attaché à la barre est orienté avec un angle θ est égal à moins 90 degrés. Si on remplace dans l'expression de la matrice d'orientation R, on va avoir la matrice ci-contre R1. Donc on a que 4 éléments qui sont non nuls. Donc on a 1 et moins 1 dans la matrice. Et en remplaçant dans l'expression globale de la matrice de rigidité, on va avoir donc une matrice relativement pleine de zéros. Mais c'est une matrice qui dénote la rigidité de notre élément dans la base globale qui est complètement différente de la matrice de rigidité dans le repère local KE. On passe maintenant à l'élément poutre plane. Au fait, la démarche de calcul de la matrice de rigidité dans le repère local, donc KE, elle est identique à celle qu'on a développée pour l'élément bar. Cependant, le vecteur de déplacement nodal QE de la poutre est beaucoup plus grand, car on a 6 degrés de liberté. On a 3 degrés de liberté au niveau de I, donc on a les déplacements UI, VI, à cela se rajoute la rotation bêta I. Et au niveau du nœud J, on a 3 degrés de liberté, UJ, VJ et bêta J. Donc ce qui fait que les calculs sont relativement longs et ils ne sont pas développés dans cette présentation. L'essentiel, l'objectif, il est le même, c'est de mettre l'énergie de déformation WE de l'élément exprimé dans le repère local sous la forme 1 demi QE transposé fois la matrice KE de rigidité fois le vecteur QE. Donc, après développement, on va aboutir
à l'expression de la matrice de rigidité élémentaire de notre élément poutre qui dépend des paramètres constants E, S, I et L. Donc on a d'un côté des paramètres géométriques constants, donc qui sont L et S, la longueur et la section. On a le moment quadratique de la section I et également on a le module de Young E. Pour l'élément poutre plane, il y a des remarques à faire. La première, si l'on a un cas de flexion pure, donc pas de déplacement axial, les degrés de déplacement UI et UJ sont éliminés de la matrice de rigidité dans le repère local. Et dans ce cas-là, l'expression de la matrice de rigidité élémentaire exprimée dans le repère local petit ke va se réduire, donc elle passe de la dimension 6 x 6 à la dimension 4 x 4 et devient comme indiqué sur la diapo. Donc il ne reste fondamentalement que les termes impliquant le moment quadratique grand I. Rappelez-vous, ça c'est le cas de la flexion pure. Donc c'est un cas qu'on rencontre assez souvent dans les exercices de la méthode Zelmofine. Comme deuxième remarque, on peut dire que pour prendre l'effet de l'orientation θ entre le repère local et le repère global, on introduit la matrice RE. Et comme le vecteur de déplacement de notre élément poutre contient 6 composantes, donc on a pour chaque nœud, on a 2 translations et une rotation. Donc ce qui fait que le vecteur de déplacement exprimé dans la base grand X, grand Y, également va contenir 6 éléments. Donc on a noté ici grand UI, grand VI, grand BI, grand UJ, grand VJ et grand BJ. Ce qui fait qu'on a introduit au niveau de la matrice RE 2 lignes supplémentaires, d'accord? Donc il compte 0, 0, 1, 0, 0. Ça, c'est la première ligne qu'on a rajoutée. Et la dernière de la matrice, et cela pour inclure l'effet de la rotation. Par la suite, donc, une fois qu'on a augmenté la taille de la matrice RE, la matrice de rigidité de l'élément exprimée dans la base globale ou dans le repère global peut se calculer de la même façon comme on a vu pour l'élément bar comme étant RE transposé fois petit ke fois RE. On passe maintenant au cas où on a plusieurs éléments. Dans ce cas-là, l'opération d'assemblage s'impose. Quand la structure étudiée est discrétisée en plusieurs éléments, le calcul de la matrice de rigidité globale de la structure nécessite une opération d'assemblage de toutes les matrices de rigidité des éléments constituant le maillage. Ces matrices sont toutes exprimées dans la même base globale. L'assemblage des matrices consiste à ranger chaque terme dans une matrice globale. Cela doit se faire par le biais de matrices AE. Cette matrice booléenne d'assemblage AE permet de placer les degrés de liberté associés à un élément donné dans le vecteur de déplacement global grand Q de la structure. Elle est telle que QE, donc QE c'est le déplacement des nœuds de l'élément E exprimé dans la base globale, qui est égal à AE fois Q. AE, c'est la matrice booléenne d'assemblage à identifier, et grand Q, c'est le vecteur des déplacements nodaux de tous les nœuds qui rentrent dans le maillage de notre structure exprimé dans la base globale. Prenons un premier exemple, qui est celui illustré par la figure ci-contre. Donc, le premier élément contient les nœuds 1 et 2. Et le second élément
contient le nœud 2 et 3. Ces deux éléments sont identiques et de longueur A. Ils ont la même orientation, θ est égal à 0. Donc la matrice d'orientation associée à chacun des éléments se réduit à l'identité. Par ailleurs, les vecteurs de déplacement en repère global des éléments 1 et 2 sont Q1 et Q2. Q1 regroupe U1, V1, U2, V2 et grand Q2 égale à U2, V2, U3, V3. Notez qu'on a ici directement utilisé les lettres en majuscules parce qu'on a dit que θ égale à 0, donc les expressions dans le repère local ou le repère global sont identiques. Enfin, le vecteur global de déplacement de la structure, donc celui qui regroupe tous les degrés de liberté de la structure, il va comporter 6 éléments. On a U1, V1, U2, V2 et U3, V3. Donc la structure comporte 3 nœuds. Donc il y a lieu d'identifier les matrices booléennes d'assemblage A1 et A2 qui permettent de retrouver Q1 qui est le vecteur de déplacement de l'élément 1 à partir de Q. Donc on va écrire Q1 est égal à A1 fois Q et Q2 va être égal à A2 fois Q2. Donc c'est une opération très simple. Cette opération nous permet directement d'écrire que Q1 comportant U1, V1, U2, V3 est égal à A1 fois Q. Donc la matrice A1 c'est une matrice booléenne qui ne contient que de 1 et de 0. Donc ici la dimension de A1, attention, elle est de 4 fois 6. Donc le vecteur grand Q, il a 6 composantes. De la même façon, on a Q2 qui est égal à A2 fois Q. La matrice A2 est également de dimension 4 fois 6 et donc permet, ces matrices A1 et A2 booléens qu'on vient de le voir, de situer exactement les déplacements des nœuds de l'élément considéré dans le vecteur de déplacement nodal global. Ainsi, on a déterminé les matrices booléennes A1 et A2 qui vont nous permettre de calculer la matrice de rigidité globale, grand K, qui s'obtient par sommation, donc la somme de E allant à 1 jusqu'à le nombre d'éléments. Ici, on a deux éléments, donc de 1 à 2, du produit AE transposé KE fois AE. Et donc, par substitution, on va avoir l'expression de la matrice de rigidité globale grand K à partir des éléments, des matrices de rigidité des éléments 1 et 2 qui s'écrivent comme illustré sur la diapo, K1 et K2. Et en remplaçant, on va avoir la matrice de rigidité globale. Pour approfondir davantage les notions qu'on a développées tout à l'heure, on va examiner ce deuxième exemple. Il s'agit d'une structure triangulaire constituée de 3 barres et dont les paramètres sont résumés dans le tableau suivant. Donc on a deux barres qui sont identiques de point de vue longueur, la barre 2 et la barre 3, tandis que la barre 1 a une longueur de A racine de 2. Donc l'orientation des barres sont différentes par rapport au repère absolu x0, y0. Donc on a la barre 1, son orientation θ est égale à 0. Pour la barre 2, son orientation est égale à 45 degrés. Et pour la barre 3, son orientation est 135 degrés. Donc ce qui fait que par la suite, on a besoin d'opérer des opérations de changement de repère. Donc au niveau de chaque nœud utilisé pour le maillage de la structure, donc nœud 1, nœud 2, nœud 3, on a 2 degrés de liberté qui représentent les déplacements de chaque nœud dans le plan. Donc on a au total un modèle à 6 degrés de liberté regroupé dans le vecteur de déplacement nodaux qui s'exprime dans le repère global x0, y0 comme étant le vecteur grand Q. Donc regroupant les quantités grand U1, grand V1, grand U2, grand V2, grand U3, grand V3
Par ailleurs, ces déplacements nodaux dans les repères locaux contiennent petit u1, petit v1, petit u2, petit v2 et petit u3 et petit v3. Donc la matrice de rigidité de chaque élément IJ par rapport à ses variables nodales, donc dans le repère local, comme on l'a vu dans les séances précédentes, que KE est égal à ES sur L fois la matrice carrée de 2, donc qui contient 1, moins 1, moins 1, 1. Notons que cette matrice élémentaire est de dimension de 2. Pour pouvoir faire l'opération de changement de base, on a besoin de faire l'extension de la dimension et cela permet d'introduire les degrés de liberté de déplacement transversal, notamment VI et VJ. Donc, comment on va étendre cela? Donc, on va introduire deux lignes et deux colonnes pleines de zéros qui correspondent à ces degrés de liberté. Donc, on passe de la dimension 2 fois 2 à la dimension 4 fois 4. Donc, une fois qu'on a fait cette extension, on peut appliquer la relation qui nous donne la matrice de rigidité globale grand KE en fonction de petit KE, donc R transposé fois petit KE fois R, et dans le résultat final, il est donné sur la diapo. Donc on peut utiliser ce résultat final. Donc vous voyez que si θ change, on va avoir des valeurs différentes pour les matrices de rigidité de chaque élément. Ainsi, on va utiliser dans la suite cette formulation pour pouvoir avoir la matrice de rigidité globale. Donc il faut faire attention aux longueurs également, donc elles sont différentes pour les éléments constituant notre structure. L'application des résultats précédents pour l'élément 1 qui est orienté avec un angle θ1 est égal à 0 nous permet d'avoir la matrice K1 . De même, pour l'élément 2, composé des nœuds 1 et 3, qui est orienté avec l'angle θ2 de 45 degrés et dont la longueur est A, on va obtenir la matrice de rigidité locale petit ke et globale grand KE illustrée sur la diapo. Enfin, pour l'élément 3 comportant les nœuds 2 et 3 et dont la longueur est A, mais l'orientation est de 135 degrés, on peut avoir les matrices petit k 3 de rigidité exprimée dans le repère local et la matrice grand K3 de rigidité exprimée dans le repère global illustrée sur la diapo. Pour pouvoir calculer la matrice de rigidité globale de la structure, il faut procéder à l'opération de l'assemblage des matrices de rigidité de chacun des éléments, moyennant la matrice booléenne AE de chacun des éléments, qui s'identifie à partir du vecteur de déplacement global, grand Q. Donc, les résultats correspondant à cette identification sont illustrés sur la diapo, ce qui nous permet d'opérer l'opération de sommation qui nous donne grand K, qui est la matrice de rigidité globale de la structure, comme étant la somme de E allant de 1 jusqu'à 3, de AE transposé KE fois AE, et qui nous donne la matrice où on a tous les éléments représentant la contribution des différents éléments dans la matrice de rigidité globale. Donc à noter que les termes en bleu correspondent à la matrice K1 de l'élément 1 et les éléments en rouge représentent la contribution de K2, donc de l'élément 2. Les éléments en vert sont la contribution de l'élément 3. Donc je vous invite à revérifier ces calculs-là
en utilisant un code de calcul matriciel, par exemple MATLAB ou Excel. Vous pouvez suivre les instructions qui sont données dans les TP qui sont disponibles sur la plateforme Moodle d'université pour vérifier les résultats que je vous donne ici. Comme conclusion, on peut dire que chaque élément, qu'il soit à une dimension, deux dimensions, trois dimensions, a sa propre matrice de rigidité qui se calcule dans le repère local sur la base des matrices ou des matrices des fonctions de forme et qui peuvent par la suite être transformées dans le repère global moyennant les matrices de passage appropriées. Ce calcul se base essentiellement sur les fonctions de forme et implique, dans le contexte de l'élasticité, le calcul de l'énergie de déformation de l'élément. Pour maîtriser les calculs qu'on vient de développer dans ce cours, il va falloir pratiquer, donc faire plusieurs exercices pour pouvoir maîtriser convenablement les différentes étapes de calcul et se familiariser avec ces calculs intensifs et éviter les erreurs.